Quand une économie nationale est au bord du gouffre, il y a une institution qui intervient souvent en dernier recours, le Fonds monétaire international. C'est un nom qu'on entend à chaque grande crise financière, une institution puissante, souvent indispensable, c'est vrai, mais aussi profondément controversée. Alors, quel est le vrai rôle de ce géant financier mondial? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà notre programme. On va commencer par la mission de base du FMI. On verra ensuite ce que signifie vraiment la fameuse conditionnalité de ces prêts. Puis on analysera les critiques sur l'austérité avant de se pencher sur comment la pandémie de Covid-19 a tout changé. Et on finira par se demander si cette nouvelle approche a vraiment fonctionné. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre le FMI, il faut d'abord saisir le monde dans lequel il évolue. Un monde de chocs économiques permanents. Ces mots, ce sont ceux de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et ils résument parfaitement la situation. Entre les guerres, les pandémies, les crises du coût de la vie, l'économie mondiale est constamment sur la corde raide. Et c'est justement dans ce contexte de turbulence que le FMI est censé jouer son rôle de stabilisateur. Alors, sur le papier, la mission du FMI est très claire. C'est une sorte de grande coopérative financière qui regroupe 190 pays. Son but, c'est de garantir que le système des paiements internationaux et des taux de change reste stable. En gros, il s'assure que les pays puissent continuer à commercer entre eux sans problème. C'est un peu le garant des règles du jeu de l'économie mondiale. Mais ce pourquoi le FMI est surtout connu, bien sûr, ce sont ses prêts aux pays en difficulté. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Parce qu'un prêt du FMI, ce n'est jamais un chèque en blanc. Il y a toujours une contrepartie. Alors, concrètement, comment ça se passe? Imaginons qu'un pays soit au bord de la faillite, qu'il ne puisse plus payer ses importations ou rembourser ses dettes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le processus est très cadré. Et le point absolument crucial, c'est le numéro 3, le pays doit se mettre d'accord avec le FMI sur tout un programme de politiques économiques. L'argent n'arrive pas d'un coup, non. Les fonds sont versés petit à petit, par tranche, et chaque versement dépend de la mise en place des réformes qui ont été promises. C'est un suivi vraiment très très strict. Et ce mécanisme, ça porte un nom, la conditionnalité. La justification du FMI est double. D'un côté, ces conditions sont censées aider le pays à se redresser durablement. De l'autre, elles servent à s'assurer que le fonds sera bien remboursé à la fin. C'est une logique gagnant-gagnant, du moins en théorie. D'ailleurs, cette citation de la Banque centrale européenne le dit bien, la conditionnalité, c'est vraiment le cœur de la machine du FMI. C'est la garantie que l'aide financière va déboucher sur de vraies réformes structurelles. Mais c'est précisément cette logique qui est à l'origine des critiques les plus virulentes. Parce que, très souvent, ces fameuses politiques économiques se résument en un seul mot, l'austérité. Et là, la vraie question, c'est qui paye vraiment la facture? Eh bien, si on regarde certains rapports critiques, le résultat est assez frappant. Ces politiques d'austérité ne sont pas neutres du tout. Elles auraient même tendance à creuser les inégalités. D'un côté, on a les 10% les plus riches qui voient souvent leurs revenus augmenter, et de l'autre, la grande majorité de la population qui subit les coupes de plein fouet. Mais l'austérité, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire des coupes dans les salaires des fonctionnaires, des hausses de taxes comme la TVA qui pèsent beaucoup plus sur les petits budgets, la fin des subventions sur l'essence ou la nourriture, et puis bien sûr des coupes franches dans les budgets de la santé ou de l'éducation. Et très souvent, ce sont les femmes qui se retrouvent en première ligne. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus nombreuses dans le secteur public, donc directement touchées par les baisses de salaire, parce que ce sont elles qui gèrent le budget familial et qui subissent la hausse des prix. Et quand les services publics reculent, eh bien c'est sur elles que retombe une part encore plus grande du travail domestique et des soins qui, eux, ne sont pas payés. Ce modèle, si souvent critiqué, a été confronté à un test absolument inédit, la pandémie de Covid-19. Une crise mondiale, soudaine, qui a forcé le FMI à revoir sa copie, du moins temporairement. On est en avril 2020, en plein dans la tempête. La directrice générale du FMI prend la parole et ses mots sont forts. L'économie mondiale est à l'arrêt et plus de 100 pays appellent à l'aide en même temps. Là, impossible d'appliquer les vieilles recettes. L'heure n'est plus à l'austérité mais au sauvetage, coûte que coûte. Du coup, le FMI opère un virage à 180 degrés. Fini les longs programmes traditionnels avec leurs conditions très strictes et leurs processus qui traînent en longueur. On passe à des financements d'urgence, débloqués hyper rapidement, avec un minimum de conditions. L'objectif, cette fois, il est clair, permettre aux États de dépenser massivement pour la santé et pour soutenir les gens. Très concrètement, le FMI a doublé sa capacité de prêt d'urgence pour pouvoir répondre à une demande d'environ 100 milliards de dollars. Il a aussi accordé un allègement de dette à 25 des pays les plus pauvres et, bien conscient des risques, il a beaucoup insisté sur la transparence pour être sûr que l'argent arrive bien là où il devait aller.
Alors, la grande question, évidemment, c'est est-ce que ce changement de cap a été efficace? Est-ce que le FMI a réussi son pari en mettant de côté le temps d'une crise, son dogme de la conditionnalité? Une étude s'est penchée là-dessus et les résultats sont assez parlants. Regardez ce graphique. La ligne bleue, ce sont les pays qui ont reçu une aide du FMI. La grise, ceux qui n'en ont pas eu. On voit bien la chute brutale au début de 2020, mais juste après, la ligne bleue remonte beaucoup plus vite. Les pays soutenus par le FMI ont vu les investisseurs privés revenir plus rapidement. C'est ce qu'on appelle l'effet catalytique. L'intervention du FMI a redonné confiance. Mais attention, il faut nuancer un peu. Cet effet positif, il a surtout bénéficié aux pays à revenus intermédiaires. Les pays les plus pauvres, eux, qui sont moins connectés au marché financier, n'ont pas vraiment vu la même chose. Et autre détail important, l'effet a été très fort sur les investissements de portefeuille, vous savez, les actions, les obligations, mais beaucoup moins sur les investissements directs étrangers, ceux qui créent des usines et des emplois sur le long terme. Donc oui, c'est un succès, mais un succès partiel. Et tout ça nous amène à la question finale, ce changement de cap du FMI. Est-ce que c'était juste une parenthèse, une adaptation pragmatique à une crise complètement folle, ou est-ce qu'on assiste à une vraie transformation de l'institution, vers une approche moins rigide, plus attentive aux impacts sociaux? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, la pandémie a relancé le débat.